Bonjour Frédéric Bizard. Bonjour. Est-ce que les choses se sont vraiment arrangées depuis un an, depuis ces déclarations d'Emmanuel Macron ? Objectivement, les faits sont là pour montrer qu'on est plutôt sur une pente descendante et une pente abrupte. Le dernier épisode avec le possible départ de Biogarant de France est une illustration importante. Mais avant, on a eu les chiffres de 2023 du nombre de déclarations de pénurie. On est à plus de 5000. Alors on dit que c'est un phénomène européen, international, ce qui est vrai, mais enfin on est quand même nettement plus touché que les autres. Par exemple, au Royaume-Uni, qui est aussi assez touché, on était à 1300 signalements de pénurie. Donc on voit qu'on est touché de 1 à 5. Voilà, de 1 à 5. Mais ça s'explique. Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est plutôt que d'être un petit peu faussement optimiste sur la chose, c'est qu'on a d'abord un système de santé qui est dans une crise systémique et vous avez des racines communes dans la crise. Première racine, c'est quand même la défaillance institutionnelle de l'État sanitaire. Vous savez que nous n'avons pas de stratégie nationale de santé. Vous savez qu'on gère... Malgré ces déclarations d'Emmanuel Macron il y a un an. Non, mais il n'y en a pas, sauf si ça m'avait échappé. Mais il n'y a pas de stratégie. C'est-à-dire qu'on gère 255 milliards uniquement avec une logique comptable. Une fois par an, on fait voter au Parlement espèce de masse budgétaire que l'on plafonne et puis on dit tout ce qui est au-dessus doit être taxé pour les médicaments ou réduit par une baisse de prix. On va y revenir. Donc on est complètement ni sur des objectifs de santé publique, ce qui est quand même normalement l'objet d'un système de santé. Bon, donc on est à l'aveugle sur le plan de la santé publique et on est à l'aveugle sur le plan économique puisqu'on ne gère que de la comptabilité, qu'un budget sous forme de comptabilité. Donc c'est pas très étonnant que aussi bien sur l'innovation qui nécessite un accès au marché rapide, qui nécessite de quelque part récompenser l'innovation, donc la recherche et développement, donc avec des prix qui sont suffisamment élevés, et puis un marché de flux sur lequel il faut gérer au cordeau les prix et non pas la façon avec laquelle nous le faisons. Alors on va y revenir justement. Dans l'actualité, vous y avez fait allusion, il y a deux événements que je voudrais vous faire commenter. Un qui vient de se produire et un autre qui risque de se produire. Celui qui risque de se produire, c'est la possible cession de Biogarant, la filiale de Servier qui produit notamment l'amoxicilline. Elle perd de l'argent ? Non, elle perd pas de l'argent, mais elle est relativement peu rentable. Il faut bien pour vos auditeurs qui distinguent. Elle est peu valorisée. 1 milliard de chiffre d'affaires et seulement 700 millions d'euros de valeur. La valorisation, ce n'est que l'actualisation des cash flows futurs. Donc ça tout dépend en fait de votre rentabilité future. Donc elle est peu valorisée parce que c'est important de savoir que l'industrie pharmaceutique a toujours l'impression que c'est une industrie extrêmement riche. Et demain, en fait, vous avez deux types d'industries. Vous avez une industrie des produits innovants, qui est une industrie à forte marge et sur lesquels, quand vous êtes innovant, vous avez vraiment une rentabilité importante. Ce sont les Pfizer, Lilly et Co. Ce qu'on appelle les big pharma, mais qui sont aujourd'hui innovants que grâce à des sociétés de biotech. C'est qui est un autre enjeu. Et puis vous avez ce qui concerne Biogarant, c'est-à-dire l'industrie du médicament ancien, des copies de médicaments qu'on appelle les génériques et les biosimilaires, qui sont les copies des biothérapies. Et là, vous êtes pas du tout sur un marché extrêmement rentable, vous êtes sur un marché de flux, un marché de volume, sur lequel vous n'avez pas de dépenses de R&D. Par contre, vous devez avoir une capacité de production très importante à des coûts le plus bas possible pour répondre à un marché de la demande et un marché du volume. Et c'est le cas de Biogarant. Donc, c'est pas un marché extrêmement rentable. Et en France, je reviens à une politique du médicament qui est complètement, je dirais, déconnectée des réalités économiques. On a, par exemple, pour Biogarant, 15% du portefeuille produit de Biogarant est produit à perte. Alors, Biogarant est un laboratoire français. 85% ne l'est pas. Non, mais ne l'est pas. Mais son démarche, si vous voulez, pour vous donner le prix moyen d'un comprimé en générique, c'est 16 centimes. Vous voyez, vous n'êtes pas sur des produits bas, vous êtes sur des produits extrêmement bas. Donc, les chiffres des coûts de production sont sortis ce matin sur l'Europe. Vous voyez, la France, c'est 40 € le coût d'une heure de production. Le coût d'une heure, donc il va falloir vendre un certain nombre de boîtes. Donc, vous voyez là où la moitié des pays dans l'Union européenne sont en dessous de 20 €. Donc, vous voyez bien que... Et ça, c'est un problème lié à... C'est un autre problème. C'est aussi le problème du coût du travail. Oui, mais on y viendra, mais c'est qu'il y a un problème de positionnement de la production pharmaceutique en France, si vous voulez, où j'entendais le président de la République, où on s'est gargarisé de relocaliser les produits anciens, comme le Doliprane. Mais est-ce que c'est en France qu'il faut produire le Doliprane ? Parce que vous savez, il faut toujours considérer que la ressource publique, elle est rare. Est-ce qu'il faut mettre de l'argent public sur la relocalisation du Doliprane comme nous l'avons fait ? Je pense pas. Donc je pense qu'il y a une vraie stratégie. Oui, mais cher monsieur, il faut savoir ce que l'on doit
produire en France? Est-ce qu'on doit produire des médicaments innovants à forte valeur ajoutée économique et s'arranger pour avoir une base de production pas loin de la France, en effet, pas être dépendant de l'Asie. Mais encore une fois, si je reviens sur les coûts de production, la moitié des pays de l'Union européenne ont des coûts de production inférieurs à 20 €. Donc vous savez, il n'y a pas qu'en Asie où il y a des coûts de production faibles. Alors on va y revenir. Justement, je reviens sur Biogarant. Bien sûr, j'ai entendu 15% de production non rentable. Ce sont néanmoins des médicaments stratégiques. Dans une affaire comme Biogarant, que peut faire l'État par rapport à cette... Et que doit faire, selon vous, l'État par rapport à une possible cession de cette entreprise? Bon, l'État doit s'inquiéter de l'avenir de notre production pharmaceutique, parce que si nous ne changeons pas de stratégie, j'en ai évoqué quelques failles, je ne vois pas très bien comment nous n'allons pas devenir un désert de production pharmaceutique. Je ne vois pas très bien comment la France peut être compétitif dans la production de produits à si faible valeur ajoutée, où les Indiens qui produisent 45% de la pharmacie mondiale font aussi bien que nous, avec les mêmes normes de qualité, les mêmes normes environnementales aujourd'hui. Tout ça a beaucoup évolué depuis 10 ans, mais 3 fois moins cher. Donc je ne vois pas très bien comment nous allons résister. Donc ça, c'est un premier point. Donc je pense que l'État doit quand même s'inquiéter que notre stratégie nationale de santé inexistante et notre stratégie de production pharmaceutique est probablement à revoir. Il faudra qu'on discute de pourquoi, si vous voulez, Servier vend cette filiale, parce que autant il a créé une marque. C'est le moment. il a créé une marque très forte qui est Biogarant. Tous les Français ont dans leur pharmacie des produits Biogarant. C'est un médicament sur 7 que nous consommons est un produit Biogarant. Donc c'est un vrai succès marketing. Donc pourquoi est-ce que vous vendez une marque? Parce que les conditions de marché en France sont devenues inintéressantes. Donc l'actif, qui est potentiellement un actif extrêmement intéressant, devient sans intérêt en France pour un groupe. Or, le potentiel de valorisation, il est devant nous. Parce que vous avez le marché des biosimilaires qui est beaucoup plus rentable que le marché des génériques. Donc les biosimilaires, ce sont les copies des biothérapies. Les génériques, ce sont les copies des médicaments à base chimique. Et les biosimilaires, ce sont les copies des biothérapies à base d'anticorps monoclonaux, des vaccins ARN messagers, c'est-à-dire qui sont issus du tissu vivant, donc qui sont plus compliqués à produire, mais qui commencent à tomber dans le domaine public. Et vous savez que à peu près 3 innovations sur 4 aujourd'hui, ce sont des biothérapies comme les produits d'immunologie. Frédéric Bizard, il y a 2 choses finalement quand on regarde et quand on vous entend, quand on vous écoute et quand on regarde l'actualité, parce que c'est l'autre événement qu'on vient d'apprendre, c'est que finalement, au bord de la fermeture, il y a quelques années, l'ancienne usine Famar de Saint-Genis-Laval, donc près de Lyon, a été autorisée à produire des cachets de paracétamol. Ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise va pouvoir sans doute reproduire sur le territoire français, mais elle a été rachetée par le groupe libanais Benta. Question que je pose également pour Biogarant. Est-ce que la relocalisation est possible? Certes, mais au prix justement de rachat par des groupes étrangers. Mais encore une fois, je pose la pertinence de la relocalisation. Relocaliser des produits anciens qui ne sont plus, c'est le cas du Doliprane, qui n'était plus rentable il y a 10 ans en France, les relocaliser, est-ce qu'ils vont être plus rentables aujourd'hui, alors que nous avons baissé les prix de ces produits-là d'à peu près 3% par an, et qu'aujourd'hui, on est pour la plupart des prix de ces vieux médicaments assez proches du prix de revient. Enfin, tout ça n'a aucun sens économique. Je vois bien le sens politique d'envoyer un message de réassurance. Oui, mais si on n'a plus d'amoxicilline ou on n'a plus de Doliprane, où est-ce qu'on les produit? La question, c'est la question de la souveraineté sanitaire. Ouais. D'accord ? C'est la question d'être capable de s'approvisionner aussi bien dans les produits innovants que dans les produits. Un pays comme la France a été un très grand pays et de médecine et de recherche pharmaceutique et de capacité de production. Nous avons encore ça. Nous déclinons, mais nous avons encore ça. Donc je pense que la France doit se positionner sur les produits innovants. Nous avons inventé l'ARN messager. Nous avons une prix Nobel sur le CRI. Donc nous sommes capables... Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un écosystème qu'il faut créer entre la recherche, la production, la distribution. Et là, vous détenez quelque chose que peu de pays peuvent maîtriser dans la technologie. Le reste, il faut créer à l'échelle européenne, parce que c'est pas à l'échelle française qu'on va être souverain, mais je pense qu'il ne faut pas complètement dépendre de l'Union européenne. Il faut créer des accords avec des pays européens pour garantir, on connaît très bien notre besoin, pour garantir qu'on a bien les usines nécessaires à portée de main. Et puis vous avez aussi le Maghreb qui est capable de produire de ces produits-là qui sont pas très compliqués à produire. Donc je pense qu'il faut avoir une délocalisation proche.
Mais il faut des localisations proches, il faut une réflexion, je pense, loco-régionale et pas locale. Et ce totem de la relocalisation de produits anciens n'a aucun sens économique et n'a aucun avenir, selon moi. Marie Toussaint, la candidate écologiste, réclame, notamment à propos de Bugaran, une souveraineté européenne, mais c'est bien possible. D'abord, je pense que ce n'est que reporter à plus tard. Ce que je vous dis, ce qu'il faut, c'est repenser une stratégie, remettre un petit peu l'église au milieu du village, si je peux m'exprimer ainsi, avoir une stratégie. Et la pharmacie à côté. Et la pharmacie. Non, mais donner un cap. Enfin, c'est assez simple. Je veux dire, c'est donner un cap, se positionner là où on a un avantage compétitif important, et avoir des institutions. Non, mais j'insiste sur la crise institutionnelle de ce pays. On a eu des pénuries pharmaceutiques, mais on a des pénuries de soignants. On a notre grand CHU qui a fait la gloire de notre système de santé, qui est en train de s'effondrer, qui n'a jamais été aussi déficitaire, jamais été aussi peu attractif. Et pour les soignants, avec des taux d'activité qu'on n'arrive plus à retrouver d'avant Covid. Enfin, je veux dire, il n'y a plus que les hauts fonctionnaires et le personnel politique pour penser que c'est pas un problème de fond. Ouais. Est-ce que, alors justement, j'ai bien compris, donc vous, votre recommandation, c'est d'investir sur des dispositifs innovants et de chercher à acquérir un leadership dans ce domaine. Est-ce que l'État, justement, n'a pas intérêt à mettre des fonds pour permettre aux labos français ou à de nouveaux labos de reconquérir cette souveraineté ? Il faut démarrer par la recherche fondamentale sur laquelle on a désinvesti. Je rappelle qu'on investissait à peu près en 2005 3,5 milliards de dépenses publiques dans la recherche fondamentale en santé. On est aujourd'hui à 2,5 milliards, là où les Allemands ont dépassé les 6 milliards. Donc, vous voyez, assez curieusement, on a désinvesti dans la recherche, et ça, c'est depuis 20 ans, c'est pas plus un parti qu'un autre, on a désinvesti dans la recherche, et on n'a pas pensé qu'il fallait faire une restructuration de nos sites pharmaceutiques, qui étaient extrêmement performants au début des années 2000, mais centrés sur la production chimique. On a raté le virage des biotechnologies, nous sommes en train de rater le virage de la génomique. C'est le problème aussi des labos, de ne pas avoir pris ce virage aussi. C'est le problème des labos, c'est aussi le problème, encore une fois, ça part de la recherche. C'est aussi lorsque vous avez vos chercheurs qui partent à l'étranger, qui vont découvrir des produits à l'étranger. Pensez notamment à Moderna ou comme ça. Mais oui, parce que vous savez, encore une fois, il faut regarder ce qu'ont fait les Allemands et les Américains ont réussi ça, un peu le Royaume-Uni. C'est-à-dire que vous avez des clusters, vous avez des endroits, vous avez un CHU, un centre de recherche public, et puis des biotech privées, un CHU, et vous avez cet écosystème qui devient extrêmement performant et donc qui développe des innovations locaux, régionales. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet pervers également, Frédéric Bizard, avec le système de la Sécu, finalement, qui a, pour qu'on puisse avoir une santé remboursée, a incité à chaque fois à baisser les prix et donc à baisser la qualité? Alors, non, je pense que la Sécu... Je me suis attaqué à un totem. Hein, donc, oui, non, mais moi je suis très à l'aise avec ça. Je défends la Sécu. Pourquoi ? Parce que c'est le pilier... C'est la Sécu qui fait les génériques. Non, c'est le pilier de la liberté des Français. On a le seul système où vous avez une relative liberté à la fois des soignants et des soignés, parce que vous avez cette solidarité qui permet aux pauvres comme aux riches d'aller dans le secteur privé, dans le secteur public. Sinon, vous avez un secteur public pour les pauvres et un secteur privé pour les riches, avec un truc. Pourquoi pas ? C'est ce qu'il y a en Angleterre, c'est ce qu'il y a un peu aux États-Unis, même si c'est un modèle différent. Mais je ne crois pas que ça soit adapté à une recherche d'égalité des droits. Donc c'est un système de santé, c'est un système qui répond aux valeurs fondamentales qui sont républicaines. Mais est-ce que la recherche d'égalité des droits n'a pas justement amené à cette situation-là ? Notre Sécu, qui est aujourd'hui déficitaire de 9 milliards pour sa branche santé et qui est sur une pente extrêmement inquiétante quand vous regardez les 5 années qui viennent, est gérée de façon purement comptable. Donc c'est la mauvaise gestion de la Sécu qui est enfermée dans un plan comptable annuel sans stratégie de santé publique, qui fait que si vous voulez rester dans un modèle universel, c'est-à-dire vous, moi, tout le monde est dans le même système de santé, avec une offre publique, privée et autres, c'est la Sécu qui est le noyau dur. Mais on est en train d'asphyxier... Avec une augmentation du reste à charge, avec un certain nombre de médicaments qui sont plus remboursés. Revenons à ce ticket modérateur. Vous savez, l'erreur que nous avons faite, c'est que nous avons voulu garder une Sécu. La Sécu, c'est la liberté et la responsabilité. Au cœur de la Sécu, il y a le ticket modérateur. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas exonéré parce que vous avez une affection de longue durée, parce que vous avez des bas revenus, vous devez participer au financement de vos soins courants. C'est-à-dire que vous devez payer à la pharmacie quelques euros. Le but, c'est de vous responsabiliser sans avoir de renoncement aux soins. Quand vous allez chez votre médecin généraliste, vous payez 20-30% de la consultation. Mais vous voyez que tout ça est bien loin, puisque nous avons mis en place le tiers payant qui fait croire que nous ne payons plus rien, et nous avons mis en place un deuxième étage avec
avec les mutuelles qui remboursent ce ticket modérateur. Donc utilisons les mutuelles qui sont qui peuvent avoir un rôle solidaire et qui sont extrêmement puissantes pour autre chose, notamment la prévention et pour quelques paniers de soins bien dédiés. Conservons la sécurité sociale, sa branche santé pour l'essentiel des soins dans un objectif solidaire, mais avec un reste à charge, là où il doit y avoir un reste à charge, lorsqu'il n'y a pas d'exonération du ticket modérateur. Voilà, si vous, encore une fois, vous remettez de l'ordre dans ce système qui a été extrêmement bien pensé, je vous assure que vous sortez de ce système déficitaire et générateur de pénurie, que ce soit pour les médicaments ou les ressources humaines. On n'arrête pas la politique des génériques, on la continue ? Ah non, mais un point est très important que vous abordez, c'est que si la France a autant de problèmes, c'est que nous avons voulu restreindre les génériques pour garder le plus possible de médicaments non génériqués. Je vous rappelle que les États-Unis et l'Allemagne, là où vous avez le plus d'innovation, ont au contraire favorisé un accès rapide à l'innovation avec des tarifs relativement chers, mais extrêmement développé le marché des génériques. Plus de 8 médicaments sur 10 de consommés aux États-Unis et en Allemagne sont des génériques, là où nous en avons à peine 1 sur 2, à peu près 4 sur 10. Donc, en fait, et là, l'industrie est co-responsable de ça, parce qu'elle a voulu protéger ses rentes très anti-génériques avec une certaine réussite et avec un État qui était un peu en retrait. Or, je vous rappelle que l'allié sur un plan du modèle économique, le meilleur allié de l'innovation, c'est le générique, puisque les milliards d'euros d'économie que vous pouvez générer avec les génériques servent à financer l'innovation. C'est comme ça, ce sont ces vases communicants qui vous permettent d'être fort sur l'innovation et qui vous permettent d'être fort sur le marché des génériques. Et nous sommes plutôt fragiles sur ces deux marchés aujourd'hui. Eh bien, c'était très intéressant de vous entendre. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci Frédéric Bizard. D'ailleurs, on va continuer de suivre l'affaire et ce dossier dans le Figaro ces prochains jours.